Poutine a dû fuir Sotchi car, à la fin de sa grande réunion, des drones ukrainiens sont venus l'accueillir dans la ville, comme si cela n'était pas déjà assez effrayant. Il semble que certains des drones ukrainiens qui frappent la Russie ne viennent pas réellement d'Ukraine, mais plutôt d'autres pays comme le Kazakhstan. C'est pourquoi certains Russes demandent maintenant à Vladimir Poutine de lancer une autre opération militaire spéciale, cette fois contre le Kazakhstan. Mais Vladimir Poutine sait une chose, la Russie ne peut tout simplement pas se le permettre. Je dis cela parce qu'après 3 ans et demi d'opérations militaires spéciales en Ukraine, le Kremlin est enfin obligé d'admettre que les pertes russes sont tout simplement intenables. La raison de cet aveu semble être les commentaires du président Donald Trump sur la Russie, qu'il a qualifié de tigre de papier, ce que les responsables russes essaient encore de réfuter des semaines plus tard. Allons droit au but dans cette vidéo, en abordant d'abord le discours majeur de Vladimir Poutine à Sotchi, en Russie. Cela ne s'est pas terminé comme il l'avait prévu. D'après les médias du Kremlin, des drones ukrainiens ont attaqué Sotchi tard le 2 octobre, juste après le discours de Vladimir Poutine. Vers 22h30, les aéroports de Sotchi et alentours ont fermé. Puis le maire a annoncé une menace d'attaque de drones sur la ville. À cause de cela, les aéroports de la ville sont restés fermés pendant les 7 heures suivantes, ce qui a entraîné le retard ou l'annulation de 10 vols au départ et de 40 vols à l'arrivée. Je vous raconte tout cela car c'était le grand jour où tous les regards étaient braqués sur Sotchi. Vladimir Poutine tenait cette grande réunion, où il avait invité de nombreux journalistes internationaux pro-russes dans la ville. Il voulait montrer à quel point la Russie se porte bien, et à quel point la ville est sûre. En réalité, les choses ont complètement dégénéré. Aucun vol n'entrait ni ne sortait. Seuls les drones ukrainiens étaient dans les airs. Assez embarrassant pour la deuxième armée du monde, d'autant que les drones ne faisaient pas que passer à la conférence. Certains drones ukrainiens ont atteint la raffinerie de Petroldorsk, située en Russie, loin des frontières. Voici la vidéo de cette attaque. Vous en attendez un autre? Il y a 2 autres Samaras ici, des grands. 2 autres Samaras. Là, il est parti à droite. Ce sont des petits, 2 autres grands. Je pense qu'il va baiser. Il baise. Il y a 2 autres Samaras ici. C'est l'une des plus grandes raffineries du pays, et de loin la plus grande de la région sud de l'Oural, en Russie. Elle traite environ 6 millions de tonnes de pétrole brut chaque année, ce qui représente environ 3% de la capacité totale de la Russie. Le gouvernement régional a reconnu qu'il y avait eu une attaque contre la raffinerie, mais il a affirmé que les opérations de la raffinerie n'avaient pas été perturbées. Malheureusement pour lui, les vidéos publiées autour de l'événement montrent exactement le contraire. C'est pourquoi Poutine a récemment signé une loi interdisant l'enregistrement, la publication ou la diffusion de toute image ou vidéo d'une attaque ukrainienne. C'est pourquoi, dans cette séquence, des gens criaient au caméraman « Ne filme pas !» car il risque maintenant une amende, ou pire, les goulags. C'est parce que, vous voyez, quand des séquences comme celle-là sont publiées sur les réseaux sociaux russes, le public se rend compte que les responsables russes mentent, et ils commencent à prendre des mesures pour se protéger. Après la diffusion de cette séquence sur les réseaux sociaux russes, le public s'est précipité aux stations-service pour faire le plein. Regardez cette séquence. Maintenant, tandis que certains Russes cherchèrent du carburant, d'autres visaient quelque chose de bien plus complexe. Vous voyez, il y a une chose que je ne vous ai pas encore dite. Cette raffinerie se trouve à environ 1400 km, soit à peu près 1000 miles des frontières ukrainiennes.
C'est-à-dire elle est très profondément à l'intérieur de la Russie, tellement profonde que les drones ukrainiens, même ceux à longue portée, ne pourraient pas l'atteindre depuis l'Ukraine. Mais elle n'est qu'à 5 km, soit environ 2 miles de la frontière kazakh. Et de nombreux Russes accusent le Kazakhstan pour cette attaque de drones et appellent Poutine à lancer une nouvelle opération militaire. Voyez cette publication populaire sur une chaîne militaire russe. Le propagandiste Mardon s'exprime. Des drones ont attaqué la raffinerie de pétrole d'Orsk. La distance entre la frontière ukrainienne et Orsk est d'environ 1400 km. Il est évident que les drones ont été lancés depuis le Kazakhstan. D'où la question. N'est-il pas temps de mener un raid sur le territoire du Kazakhstan indépendant afin d'éliminer les menaces pour la sécurité nationale de la Russie? Le mieux serait de nettoyer Astana immédiatement. Les Russes ne sont pas vraiment pour le dialogue du tout. Je tiens à préciser qu'il n'y a absolument aucune preuve que cela vienne du Kazakhstan. Mais certains Russes sont prêts à lancer une invasion. Pas Vladimir Poutine cependant. C'est parce que Vladimir Poutine sait que la Russie n'a tout simplement pas la capacité pour une autre guerre. Je dis cela car le Kremlin reconnaît enfin que la Russie a perdu des centaines de milliers de personnes dans l'invasion de l'Ukraine. Le Kremlin reconnaît qu'au moins 134 000 Russes sont confirmés morts, nommément. Cela ne concerne que les familles ayant pu enterrer avec un avis. Les pertes quotidiennes sont rarement inférieures à 120 morts. Les volontaires et condamnés partent à la boucherie, pendant que les généraux comptent les médailles. Des milliers d'officiers ont disparu et des régions entières sont décimées. Voilà pour les pertes inexistantes. Les analystes occidentaux pensant en réalité que le nombre réel de morts pourrait atteindre entre 20 000 et 30 000 tués. Si l'on ajoute les soldats nord-coréens, le chiffre grimpe encore davantage. Une certaine superpuissance n'arrive pas à prendre Kiev, ni à maintenir ses raffineries en fonctionnement, mais elle peut alimenter des symétries, selon le calendrier. Pas étonnant qu'ils construisent la plus grande symétrie du monde. De toute évidence, comme vous pouvez le voir, cette invasion ne se déroule pas comme prévu, et les choses vont empirer. C'est parce qu'il semble que des Tomahawks américains sont sur le point d'arriver en Ukraine. Espérons que le président Trump les approuve très bientôt. Les rapports signalent que cela pourrait se produire à tout instant. Et c'est pourquoi le président Zelensky envoie des messages très énigmatiques à Poutine. Écoutez celui-ci vous-même. Avant, nous les utilisions sur des cibles lointaines avec seulement nos propres armes, comme vous le savez. Et après ma rencontre avec le président des États-Unis, oui, nous allons peut-être avoir quelque chose de plus, je ne sais pas, nous verrons. Zelensky a également averti la Russie. Si la Russie continue d'attaquer les infrastructures énergétiques ukrainiennes, surtout avec l'hiver qui approche, l'Ukraine s'assurera que Moscou n'ait plus du tout d'électricité. Eh bien, c'est là que je veux un peu orienter la conversation sur ce que le président Trump a récemment déclaré. Il semble que les Russes ne s'en soient toujours pas remis. Vous vous souvenez sûrement que Trump a appelé la Russie un tigre de papier. Eh bien, les responsables du Kremlin essaient toujours de préciser que, la Russie n'est pas un tigre, c'est un ours. Alors, renseignez-vous correctement. Écoutez Dmitri Medvedev, porte-parole de Poutine, répondre. La Russie est souvent comparée à un ours, pas à un tigre. Les ours en papier n'existent pas. La Russie est un vrai ours. Poutine l'a souvent décrit avec diverses émotions. Rien ici ne ressemble au papier. Et, d'ailleurs, il a répété pour la deuxième fois qui est le tigre de papier. Il a affirmé ne parler de personne, mais l'a répété sans savoir qui c'était, le traitant de tigre de papier. Le président de ce pays a fui l'Afghanistan après 10 ans, incapable de le gérer une semaine. Tout ce qu'il crie à propos de la Russie qui ferait quelque chose de mal, à propos de sa colère contre Poutine, à propos de l'échec de la Russie dans quelque chose, c'est vraiment n'importe quoi. Du premier mot au dernier mot. Monsieur Trump, si vous avez pris des engagements en Alaska, alors tenez-les. Si vous ne pouvez pas les tenir, alors taisez-vous. Et si vous ne pouvez pas vous taire, alors s'il vous plaît, ne parlez plus de paix et d'accord. Il ne s'agissait pas que des responsables du Kremlin. Vladimir Poutine a aussi réagi aux commentaires du président Trump à la conférence de Valdai, avant de fuir à cause des drones ukrainiens. Voici ses propos. Si nous sommes en guerre avec l'ensemble du bloc de l'OTAN et que nous avançons en toute confiance. Si c'est un tigre de papier, alors que représente réellement l'OTAN? Que peut-elle imaginer seule?
Que pense-t-elle d'elle? Eh bien, peu importe. Le plus important pour nous, c'est d'avoir confiance en nous-mêmes. Et nous avons confiance en nous-mêmes. Poutine a aussi déclaré lors de cette conférence que la Russie viserait une centrale nucléaire ukrainienne, si l'Ukraine faisait pareil. C'était la façon de Poutine de faire chanter le monde avec la catastrophe nucléaire. Il avertit l'Occident que si l'Ukraine continue de frapper des raffineries et cibles militaires russes sans être stoppée, Poutine provoquera une catastrophe nucléaire qui touchera tout le monde, y compris les Russes. Si Poutine attaque une centrale nucléaire en Ukraine, la Russie est le pays le plus proche, et ils devront subir les conséquences en premier, avant que les autres pays n'aient à y faire face. Maintenant, je pense qu'il voulait dire cela comme un avertissement pour quelque chose. Mais la partie la plus drôle dans tout ça, c'est que, pendant qu'il faisait cette déclaration, l'armée russe diffusait des vidéos de ses attaques contre une centrale électrique ukrainienne. Nul autre que la centrale nucléaire de Tchernobyl. D'abord, regardons les commentaires de Poutine. Et qu'est-ce qui nous empêche de répondre de la même manière? Vous voyez le clip à l'écran qui a été publié par l'armée russe, et ils attaquent une centrale électrique qui alimente les réacteurs nucléaires de Tchernobyl. Les réacteurs ne sont plus opérationnels, mais ils ont toujours besoin d'électricité et d'eau pour alimenter les systèmes de refroidissement des barres de combustible usés. Ainsi, ils peuvent éviter un incident nucléaire similaire à celui de la Russie sous l'Union soviétique. La Russie cible désormais les centrales électriques pour pouvoir dire « Nous n'avons jamais attaqué la centrale nucléaire ». Mais ils ont aussi provoqué une catastrophe nucléaire que le monde entier devrait gérer. C'est le chantage russe dont Poutine ne peut pas se passer. Tout cela indique une chose, la guerre échappe au contrôle de Poutine et il devient désespéré. Et en fait, il n'y a pas que Poutine qui s'en rend compte. Les personnalités des médias russes s'en rendent compte, et elles dénoncent désormais publiquement la guerre comme un échec, tout en restant en Russie. C'est très inhabituel et absent des médias russes. Le Kremlin a approuvé tout ce qu'ils disent. Donc de temps en temps, quand on voit quelqu'un sortir du rang, on sait que c'est vraiment, vraiment grave. Un correspondant de guerre russe explique qu'après 3 ans et demi et des centaines de milliers de morts, la Russie n'a atteint aucun des objectifs annoncés par Vladimir Poutine au début de l'opération militaire. Selon les calculs approximatifs, si nous avançons à ce rythme, en brisant les défenses ennemies et en épargnant ce système de points défensifs, en déchirant le système de points forts, de fortifications et d'unités défensives, tout cela est très sérieux. Alors cela nous prendra des années, des années. Par exemple, si nous regardons la carte, probablement moins de 40%, environ 35%, autour de 35% de la République populaire de Donetsk de la Fédération de Russie est sous l'occupation de Kiev. Et ce sont les zones les plus clés, les zones de base d'où a commencé la soi-disant opération antiterroriste. Nous devons maintenant chasser l'ennemi, c'est difficile. D'après mes calculs, si nous continuons à ce rythme, avec du sang, de la sueur, et en grignotant des dizaines de mètres par jour, des centaines de mètres par jour. Écoute, il faudra d'1 an à 1 an et demi, rien que pour libérer le territoire de la République populaire de Donetsk. Et où en est-on avec les autres objectifs de l'opération militaire spéciale aujourd'hui? Voyons cela. À mon avis, les objectifs clés énoncés par le président sont la démilitarisation de l'Ukraine et la dénazification de l'Ukraine. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Voyons à quel point nous nous en sommes rapprochés. Cela fait 3 ans que nous avons lancé l'opération militaire spéciale. Où en sommes-nous dans la réalisation de ces objectifs? Eh bien, pour parler franchement et sérieusement, nous sommes au début d'un long chemin. Malgré tout le sang versé, les pertes, les ressources dépensées et les destructions causées, YouTube vient de faire une annonce stupéfiante. Il verse 64 millions de dollars par jour aux créateurs. Pourquoi? Eh bien parce que YouTube n'a pas assez de créateurs. C'est pourquoi vous voyez des vidéos sur votre page d'accueil qui ont moins de 1000 vues, comme celle-ci juste ici. Bien sûr, cela ne signifie pas que chacun doit créer une chaîne. Si vous vous demandez s'il faut lancer une chaîne YouTube ou une chaîne sans visage, c'est le moment idéal. YouTube paie des créateurs des millions de dollars chaque jour, et il met en avant les chaînes nouvelles et plus petites, plus que jamais.
Je suis sûr que vous vous demandez comment lancer et développer une chaîne. Nous recevons fréquemment des questions par email de certains d'entre vous. C'est pourquoi nous avons décidé de regrouper tous nos conseils YouTube dans une seule vidéo YouTube, entièrement gratuite. Si vous voulez lancer votre chaîne, regardez cette vidéo sur YouTube via le lien en description ou l'affiche à l'écran.